Avec le tout premier invité, Alidor Kalombo, il est juriste. Bienvenue, monsieur Alidor. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avec vous, on va bien évidemment commenter ce sujet à la une de l'actualité, la déclaration des biens des autorités publiques, des ministres à la Cour suprême de justice. C'était mercredi dernier. Alors, à votre avis, cette déclaration, c'est une simple formalité ou elle augure, à votre avis, la voie vers la lutte contre l'enrichissement illégal? Voici votre première question. Merci beaucoup, Monsieur Floride, de cette question combien pertinente. Ici, la responsabilité, je l'ai dit parce qu'il ne s'agit pas là seulement d'une question telle que vous la qualifiez. Elle est d'ailleurs beaucoup plus embarrassante. Mais quand le Constituant a prévu cette matière-là à l'article 99 de notre Constitution, c'est vu que les responsabilités que les membres du gouvernement doivent assumer sont d'une très haute portée. Oui. Alors, et puis, c'est comme dans toute administration qui se respecte. Il y a des règles qu'il faut respecter. Alors, ça fait partie de préalables qu'il faut faire avant d'entrer dans les vifs, oui, dans une fonction. Donc, à tout prix, tout membre qui se veut en tant que tel doit se départir de cette responsabilité-là. C'est une première qu'il faut faire. Alors, à votre avis, est-ce que cette disposition de la Constitution a un caractère obligatoire? Parce qu'on constate en même temps que certains ministres, il y a la presse qui a rapporté que certains ministres ne se sont pas soumis à cet exercice constitutionnel. Est-ce que ça a forcément un caractère obligatoire? Évidemment, on doit, peut-être que pour être beaucoup plus clair, il faut lire l'alinéa avant les derniers alinéas. Oui. De l'article 99, il est dit noir sur blanc, pour n'avoir pas fait cela en ayant 30 jours calendrier, on est réputé démissionnaire. Donc, membre d'un gouvernement qu'on venait d'investir, et parce que tu n'étais pas de partager, tu n'as pas honoré cette obligation-là, cette contrainte-là, tu es réputé démissionnaire. C'est déjà là une réalité et une sanction au même moment. Donc, c'est vraiment une contrainte. C'est une contrainte. Ouais. Mais une contrainte... Ce n'est pas une simple formalité, c'est une contrainte. Une contrainte, à l'entrée, chaque membre du gouvernement doit déclarer ses biens, mais l'on constate en même temps qu'à la sortie, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que la disposition de la Constitution prévoit également une contrainte de déclarer, je crois, ce que l'on a acquis pendant la fonction? Est-ce que ça a également un caractère obligatoire de le faire lorsqu'on quitte cette fonction? Évidemment, les législateurs ou les constituants, ils ne font pas exception par rapport seulement à la Constitution. L'article 211 de notre Constitution du 18 février 2006 dit ceci: pour autant que tous les actes législatifs et réglementaires ne s'opposent pas à l'esprit et à la lettre de cette Constitution du 18 février 2006, ces textes légaux et réglementaires restent d'avis jusqu'à leur abrogation. Et qu'est-ce que cela signifie? Je m'en vais vite citer l'article 9 au point 5 du décret 017 de 2002 portant le code de conduite de tout agent public. Oui. Et à ce point 5, il est dit ceci. Allez-y. À l'entrée. Et d'ailleurs, on ne fait pas seulement allusion à un seul moment. Il est dit annuellement. Annuellement, on doit déclarer le patrimoine, donc la fortune de tout agent public. De tout agent public. Annuellement. Annuellement. Donc, on ne voit pas seulement l'entrée ou la sortie. C'est-à-dire, ta question porte beaucoup plus sur l'entrée et la dernière vient de porter sur la sortie. Oui. Donc, cette obligation-là est faite à tout agent public à l'entrée, tout comme à la sortie, et en ayant 30 jours calendrier. Donc, cette obligation-là, elle s'impose à tout le monde, à l'entrée comme à la sortie. Mais alors, il y a des ministres sortants de l'ancien gouvernement qui ne l'ont jamais fait, alors que la Constitution le prévoit, la Constitution de 2006. Alors, pour ça, y a-t-il des sanctions adoptées? Ils n'ont jamais fait. Oui,
Parce qu'on n'a pas respecté la Constitution, on pense qu'on n'a pas respecté, on a violé, on a énervé certaines dispositions, et il y a évidemment des sanctions. Et si vous lisez, si vous le permettez, allez-y, si vous avez permettez, tout le temps. nous avons... il est dit ceci, au dernier alinéa, il est dit « Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou des soupçons d'enrichissement sans cause, la constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. » Alors, tout le problème ici, vous avez compris directement que la machine judiciaire... Ce sont des termes assez juridiques. Voilà. En termes simples, ça veut dire quoi exactement? Donc, ici, il advient, c'est le devoir en premier lieu du ministère public d'actionner déjà la procédure. Pourquoi on ne l'a pas fait? Est-ce que les ministres ou les membres du gouvernement qui devraient le faire, pourquoi ne l'ont pas fait? Est-ce qu'ils devraient le faire? Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fallait? Donc il y a toute une question de procédure. Alors, si je comprends bien, les responsabilités sont doubles au niveau des ministres sortants qui ont brisé la loi et au niveau du ministère public en même temps qui n'a pas fait, qui n'a pas adopté des sanctions. Tout ici, il est dit, on ne doit pas sanctionner sans avoir entendu. C'est encore un problème. Prenons le cas, on va les attendre quand? Parce qu'ils sont sortis, ils ne l'ont jamais déclaré. Oui, ils ont le devoir de les faire. Ils ont le devoir de les faire. Ils ont un délai pour ça? Dit, ils ont un délai pour ça. Je dis, dans les 30 jours, la Constitution 30 jours. est précise. Il est dit dans les 30 jours suivant la fin des fonctions. Suivant la fin des fonctions. Voyez-vous? Donc, si... D'abord, il faut préciser aussi, jusque-là, la Cour constitutionnelle n'est pas encore installée. Oui. Mais parce qu'elle n'est pas installée, cela ne signifie pas que la Cour suprême peut faire office. La mission, voilà. L'État a failli. Non, non. Et il y a la continuité des services publics et des institutions de la République. Oui. Et c'est notre Cour suprême de justice qui doit faire office de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation en cette matière. Donc, il y a encore un problème d'opportunité. Il y a un problème d'opportunité. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu suffisamment de matières qu'il fallait débattre. Et il y a eu les élections. Alors, c'était aussi une matière importante parce qu'il y va de la vie de la nation. Et pour avoir fait d'abord ça et pour avoir mis fin à cela, je crois qu'on peut programmer d'autres actions. Je crois que si l'on avait respecté l'esprit et la lettre de la Constitution, des lois en vigueur, notamment en cette matière, il n'y aurait pas eu, par exemple, le débat qui a opposé Moulumba avec Mosito, des fameux biens des anciens dirigeants de l'ancien gouvernement. Si on avait respecté l'esprit, ce débat-là, aujourd'hui, cette polémique-là n'aurait pas existé, à votre avis? Oui, donc ici, il faut comprendre qu'il y a à manger et à boire. Pourquoi? Parce que quand on ne respecte pas la loi, il y a un couac, ça pose problème. Mais quand la loi est respectée, ça fait fierté. Et pourquoi? Parce que l'existence de la loi elle-même, c'est pratiquement du droit. Parce qu'il est dit, même en droit, il est dit « ubius ibi societas ». C'est-à-dire? Chaque société nécessite des lois. Et là où il y a des lois, c'est là qu'on trouve qu'il y a une vie harmonieuse dans la société. Donc les lois réglementent la vie harmonieuse dans la société. Et d'après ce que vous venez de dire, c'est de la haute politique, c'est de la haute responsabilité. Ne pas les faire, on est exposé. Et un autre élément beaucoup plus sociologique que j'allais ajouter est que d'abord, il faut relativiser ces notions. Pourquoi? Les Congolais, en naissant, en venant d'abord au monde, ils doivent se dire qu'il est millionnaire. Ça paraît bizarre, mais c'est la réalité. Nous sommes dans une république qui, en elle-même, dans sa superficie, a 2 345 000 km². Donc il faut se dire que les Congolais, ils doivent être fiers de lui-même. Il naît millionnaire. Il naît millionnaire. Ne serait-ce que ça, c'est un élément très capital.
Ça paraît peut-être bizarre et même parfois nous tous les Congolais, nous ne respectons pas ça. Oui. Du fait que d'abord on est Congolais, on est millionnaire. Donc il fallait se dire que je suis riche par le fait de naître Congolais. Donc, et puis le fait d'avoir étudié, il y a aussi un bagage intellectuel. C'est une autre richesse. Oui. Et même tout membre du gouvernement, tout agent public manipule les biens de l'État. Et les biens de l'État, il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources financières aussi. Alors, il est soumis à une certaine moralité. Il est soumis à une certaine honnêteté, à une certaine intégrité. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'un autre élément beaucoup plus didactique, on dit l'exemple vient d'en haut. Qu'est-ce que cela peut signifier? Tout celui qui assume certaines responsabilités prêche pas l'exemple, prêche pas les modèles. Bien qu'on est millionnaire, comme je venais de le dire, mais on doit se comporter en tant que millionnaire. Parce qu'un millionnaire, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Alors, tout Congolais, c'est un dignitaire. Alors, il doit se présenter en tant que tel, il doit être fier de lui-même. Parce qu'un millionnaire, vous voyez un peu le comportement d'un millionnaire. Ce n'est pas n'importe qui. Exact. Il ne se comporte pas de n'importe quelle manière. Il est calibré dans son comportement. Même dans ses attitudes, vous sentez qu'il est millionnaire. Alors, on doit relativiser certaines notions, ça c'est vrai. Mais il faut se dire aussi que le respect de la loi garantit une vie paisible de tout citoyen dans la société. Très bien. Ouais. Maître Alidor Kalombo, autre question. Alors, la déclaration de biens des ministres, alors on aimerait bien savoir administrativement, ça se passe comment? Puisqu'ils ont déclaré leurs biens à la Cour suprême de justice, il y a des communs mortels, le public qui nous suit, qui veut bien savoir comment ça se passe administrativement. Administrativement, cette question est très claire. Il est dit ceci. On peut recourir beaucoup plus à notre oui, allez-y, votre constitution. Il est dit, l'avant-dernier alinéa, il est dit, la Cour constitutionnelle communique cette déclaration, je crois qu'on n'est pas là, mais c'est beaucoup plus... le devoir, ça c'est un devoir, hein? C'est le devoir, il est dit, le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs, ainsi de suite. Mais alors, la Cour constitutionnelle, sur le plan administratif, est saisie par écrit. C'est par écrit que cela doit se faire, administrativement. C'est par écrit. C'est juste une déclaration écrite. C'est une déclaration que l'on dépose. C'est une déclaration écrite, mais qui fait état de toute la fortune. Qui fait état de toute la fortune. Et dans la procédure d'acquisition des biens, il y a toute une procédure administrative aussi. Parce que tout un bien, tout un droit est consigné quelque part. Il doit être prouvé, il doit être matériel. Il n'est pas spirituel, il doit être matériel. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, il est propriétaire d'un bien immobilier, le bien immobilier est acquis par tout titre de propriété. Et par titre de propriété définitif, c'est beaucoup plus le certificat d'enregistrement. C'est un élément très important. Quand vous dites, par exemple, vous avez un véhicule, on peut le prouver. Qu'est-ce qui prouve que le véhicule vous appartient? On a la carte rose qui porte son nom. On a suffisamment de titres comme ça. On peut en annexe pour prouver que ce sont ces biens. Oui. C'est annexé. D'une manière administrative, c'est annexé. Ce n'est pas seulement on déclare simplement et puis on se débarrasse de ça. Non, non. On doit prouver effectivement que ce sont ces biens. Ce sont des biens intuitu personae. Ça porte ces identités qui prouvent que ce sont ces biens. Mais en termes de biens mobiliers, à un certain moment donné, on s'est dit possession, vos titres. Alors les biens mobiliers sont, on voit par exemple l'argent. Quelqu'un peut avoir $2000 sur lui. Quelqu'un peut lui prêter ça. Mais rien ne prouve que effectivement c'est pour lui. Mais c'est un bien mobilier. Du fait qu'il possède ça, ça lui appartient. Très bien. Ça c'est en termes de biens mobiliers. Mais en termes de biens immobiliers, il faut le prouver administrativement.